Bonjour à tous. Bonjour, Hello. bonjour. Hello. On est ravis de vous rencontrer. On va vous lire, on va vous voir réagir dans le chat. Alors, ce qui me permet de vous présenter l'interface de Livestorm. Donc, du coup, là, vous pouvez nous envoyer plein de petits bonjours, des bisous, ce que vous voulez. Des bisous. Des remarques. C'est des bisous, ça, on en veut bien. De loin, bien sûr. Alors, des questions aussi. Donc, si vous avez des questions précises, il vaut mieux les poser, enfin même des questions tout court, il vaut mieux les poser dans l'onglet questions. Et comme ça, tout le monde pourra réagir, voter. Et ce serait plus simple pour nous aussi d'y répondre en direct ou déjà en mode texte pendant l'événement. Donc, on répondra à certaines questions à la fin. À la fin de l'événement. Ensuite, petit sondage. Donc là, c'est juste pour savoir comment vous allez, déjà, comment vous allez, c'est important. Est-ce que vous avez déjà participé à l'émission? Et quelle est votre spécialité? Donc, je vais publier ce dernier sondage. Voilà. Et le dernier onglet, c'est vraiment... Oh, attention au bruit. Attention au bruit derrière. Donc, les participants. Donc là, vous pouvez voir qui est dans la salle, qui est énorme, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, donc on a fait les petites présentations. Alors voilà, donc Mathieu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit live qu'on a imaginé avec Jérémy et l'équipe d'Adobe, donc Olivier et Stéphane ici, pour en fait présenter des invités qui pourraient vraiment nous inspirer sur leur manière de présenter leur travail, de parler de juste se vendre aussi, hein, évidemment, pour manger, c'est important. Mais on s'est dit aussi que c'est un peu rentré dans les coulisses, dans le bureau en petite souris, en fait, aller voir comment ils font. Parce qu'en fait, c'est un exercice qui est très compliqué et qu'on doit s'imposer à nous-mêmes quand on est créatif ou designer. Et on n'arrive jamais à trouver le temps. On n'arrive jamais à savoir vraiment quel est le bon projet, comment présenter. Donc, on a besoin de regarder comment font les autres. Et donc là, comme on est encore dans une bonne petite crise sanitaire qui va pas se finir d'ici la semaine prochaine. Oh, s'il vous plaît. Non, mais il ne faut pas croire le gouvernement. Eh bien, là, franchement, prenez ce temps-là continuez, hein, parce que vous avez l'habitude maintenant d'être chez vous. Donc, prenez le temps de réfléchir à votre valeur, ce que vous proposez, quels sont vraiment vos grands atouts, les plus beaux projets que vous pourriez présenter. Et donc, essayez de trouver des réponses chez chaque invité. Donc là, aujourd'hui, Aurélia, donc qui est quand même très, très visible partout à Paris et dans beaucoup de magazines. Elle va vous parler un petit peu de sa vie, son œuvre. Donc, elle vient à Copenhague, elle est illustratrice, animatrice, peintre. Et donc, on verra grâce à elle, donc les grandes parties en fait de cette émission. C'est évidemment qui es-tu, Aurélia? Quelles sont les méthodes que tu utilises pour recréer ton portfolio? Comment tu t'y prends? Tes inspirations? On écoutera Stéphane, je crois plutôt, qui nous parlera de Adobe Spark, mais juste sur la partie post. Donc, c'est un outil ultra chouette, ultra performant pour publier des posts sur les réseaux. Donc, vous verrez, c'est vraiment super. Et ensuite, on a une partie stratégie de com qui est ultra importante et je pense qu'il c'est un gros sujet que tout le monde attend. Et donc, on finira avec les questions, les conseils. Voilà. Donc, je laisse la main, le mic à Jérémy. All right. Ça marche. Merci, Pauline. Salut, Aurélia. Hyper content de discuter avec toi. At last. Voilà, live depuis Paris et Copenhague. Est-ce que pour commencer, pour bien commencer, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Alors, je suis illustratrice, peintre et je fais aussi de l'animation. En ce moment, j'habite à Copenhague. Je suis née en France. À Saverne, en Alsace, en fait. Excellent, drôle. Donc, je suis un peu alsacienne. Non, mon père est français
blanc et ma mère vient de Côte d'Ivoire, de Abidjan. Donc elle est noire, donc voilà, je suis métisse. Et j'ai toujours vécu en France, à part maintenant. Maintenant, j'habite à Copenhague. Je voyageais un peu aussi quand j'étais enfant en Afrique et à l'île de la Réunion aussi. Pendant 4 ans, j'ai vécu à l'île de la Réunion, de 8 ans jusqu'à 12 ans. Donc tout ça, toutes ces expériences, ma vie, ça influence mon travail, en fait. Voilà, je rêve d'un monde coloré, avec la culture, les cultures qui se mélangent et qui créent quelque chose de nouveau. Ouais. Et voilà. Oui, bah, ça se voit tout de suite si on se plonge un chouïa dans ton travail. Ton travail est très engagé en termes de représentation, de diversité, d'inclusivité. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu the origin story derrière cette prise de position dans ton travail? Alors, déjà, je voudrais dire que j'ai commencé à dessiner, enfin, à m'orienter dans une carrière artistique à mes 18 ans, quand après le bac, il fallait choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Et moi, je voulais aller dans une école d'art. Mmh. Et pour présenter les concours, c'était l'ENSAD et ils demandaient à se présenter. Qui êtes-vous? Et donc, moi, j'ai pensé et je me suis dit, je suis cette personne avec ces différentes cultures, mais je connais pas vraiment mon côté africain. Mmh. Et donc, c'est ça. Ça a commencé à ce moment-là sur mon identité, qui je suis et qu'est-ce que je veux faire avec mon art. Et c'est ce qu'ils demandent dans les écoles d'art. Qui êtes-vous? Et en fait, c'est là où a commencé ma recherche d'identité et ma recherche visuelle, on va dire. Ouais. Mais bon, donc j'ai fait 6 ans d'études. J'ai fini vers 23 ans. Et pendant mes années d'études, je cherchais quand même un peu mon identité, mais bon, je pouvais pas tout. Enfin, c'était un peu compliqué. Il fallait aussi faire le travail qui nous était demandé. Et puis, j'étais pas. Il me manquait quelque chose. Et en fait, cette chose-là qui me manquait, c'est après que j'ai eu mon master, c'était en design de produits. C'était pas du tout de l'illustration. J'ai pas étudié l'illustration en pure et net, mais plus le design produit, c'est-à-dire les objets, dessiner des objets, dessiner des concepts autour des objets. Et moi, j'ai toujours aimé dessiner des gens. J'étais très, très douée dans tout ce qui est visuel. Mais créer les objets, aller dans l'atelier à faire des maquettes en bois, non, c'était pas pour moi. Ouais. Mais je me disais que trouver du boulot en tant qu'illustratrice, ça n'arrivera pas, je vais jamais réussir. Puis c'est pas tout le monde qui réussit, quoi. Mais dans le design d'objets, tu peux toujours trouver un travail, créer des objets, il y a toujours une demande. Mais en fait, c'était faux parce que quand j'ai fait mes études, quand je suis venue au Danemark, le pays du design de produits, de l'architecture, mais ça m'a vraiment inspirée, ça a changé tout dans ma vie d'être au Danemark. J'ai fait mon Erasmus au Danemark et je suis revenue, j'ai rencontré quelqu'un. Et donc, je voulais chercher un boulot, mais en fait, j'ai pas trouvé. Et je pense que le truc, c'est que j'étais un peu confuse aussi sur mon identité en tant qu'artiste, qui je suis. Peut-être que les gens ne comprenaient pas vraiment et j'étais encore dans cette transition. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, c'était dur de vivre au Danemark, encore plus dur qu'être en France. Et d'être dans cette phase où tu as 23 ans et tu dois chercher est-ce que tu vas vivre de ta passion ou pas, et il va falloir que tu bosses pour ça, tu vois. Il n'y a personne qui va être derrière toi, il faut que ça vienne de toi-même. Et donc, en fait, je me suis inspirée de ma vie, et en fait, ma vie m'a inspirée pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre dans un pays où les hivers sont durs, il fait nuit très tôt, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de gens comme moi. Et en fait, au bout de... J'ai fait pas mal de choses, hein, mais après avoir vécu 4 ans au Danemark, j'ai commencé à dessiner des personnes de couleur, créer des univers, à faire ce que je fais aujourd'hui.
parce qu'en fait, il y avait un manque, parce que il y avait quelque chose j'avais besoin d'exprimer ce qui me manquait. Ouais. Et aussi avec les réseaux sociaux, maintenant, on peut communiquer avec plein de gens. Donc, je me suis plus sentie seule, en fait, parce qu'en fait, il y avait cette communauté qui me représente, une communauté qui n'existait pas dans les réseaux, dans le mainstream, à la télévision, dans tout ce qui est. Mais sur Internet, il y a cette communauté qui est comme moi, qui est aussi qui se recherche et qui ne se trouve pas représentée. C'est-à-dire des personnes qui ont différentes cultures, des personnes qui ont voyagé, toutes ces personnes-là, parce qu'on n'est pas représenté dans la vie de tous les jours, alors qu'il y en a, on est des millions. Et en fait, donc c'est grâce à Instagram que ma carrière a été boostée. J'ai commencé à poster sur Instagram, c'était fin 2017. Et au bout de 3 mois, je veux dire, 3 mois, je suis partie de 500 abonnés jusqu'à 10 000. Et très rapidement, et beaucoup de gens m'ont sollicité à faire des illustrations pour des personnes, pas pour des entreprises, mais c'était encore pour des particuliers. Et je voyais qu'il y avait quelque chose. Donc j'ai continué. Je ne veux pas dire que je gagnais ma vie grâce à ça, pas encore, mais je voyais qu'il y avait quelque chose et que si je continuais, il y aurait quelque chose pour moi à la fin. Donc, voilà. Et c'est ce petit quelque chose qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. J'ai préparé plein de petites questions. Ça ouvre plein de petites boîtes dans ma tête, tout ce que tu me racontes. Je me dis, on pourrait aller là. Avant de rebondir là-dessus, on va passer à la partie portfolio. Est-ce que tu pourrais nous présenter justement 3 projets dont tu es particulièrement fier? Ok. Alors, je partage avec vous mon écran. Vous voyez? Ouais, super. Okay. Alors, bienvenue sur mon site internet qui a été créé récemment. Je l'ai fait avec une entreprise basée au Danemark et je voulais vraiment que ça représente mon univers. Et donc, voilà. Alors, les 3 projets, on va parler du livre, parce qu'en fait, This Book is Anti-Racist. Ce livre est antiraciste. Je l'ai là. Et donc, en fait, ce livre, comment dire, beaucoup de gens ne comprennent pas comment on arrive à faire un livre. Donc, il y a plusieurs façons de faire partie d'un livre. Alors, une maison d'édition m'a contactée en 2018, à la fin de 2018, et ils ont, je pense, l'éditeur me suivait sur Instagram et voyait le potentiel. Et elle m'a demandé si je voulais faire partie de ce livre, This Book is Anti-Racist. Et qu'ils avaient trouvé aussi un écrivain, une écrivaine qui s'appelle Tiffany Jewell. C'est son premier livre aussi. Elle a été contactée de la même façon que moi. En fait, la maison d'édition, parfois, on les contacte nous-mêmes avec une idée, mais eux aussi créent leur propre concept et ils essayent de trouver des gens. Et donc, Tiffany, c'est une prof aux États-Unis, maîtresse d'école, qui apprend l'antiracisme à ses étudiants depuis des années et elle publiait en ligne ce qu'elle faisait. Et l'éditeur a vu ça et s'est dit « Ah tiens, Aurélia et Tiffany, elles vont faire un livre, ça va être trop bien ». Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et moi, au début, je me suis dit un livre, ouais, pourquoi pas. C'était pas... Pour moi, je me disais, jamais je voulais en faire un livre parce que je me disais, c'est pas pour moi, quoi. Mais ensuite, donc,
la maison d'édition, ils ont des designers graphiques qui s'occupent de la mise en page. Il y a plein de gens qui sont vraiment qui travaillent autour du livre. C'est comme faire un film en fait. Nous, on est les protagonistes, on est les acteurs, on va dire. Ils nous ont castés. Et puis après, il y a aussi le marketing, les gens derrière. Donc voilà, il y a tout ça. Donc moi, je me suis occupée pendant 6 mois de ce livre. J'ai dessiné 130 pages. Ouais. Et puis l'écrivaine, moi je ne vais pas parler du tout, hein. On ne s'est pas du tout contacté. Elle écrivait et moi je dessinais. Donc ouais. Donc c'est ça, c'est qu'on ne s'est jamais vu, on n'a aucun lien toutes les deux, mais la maison d'édition a vu le potentiel et c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est devenu, donc moi je me disais, bon, je sais pas combien on va en vendre, hein, je sais pas trop comment ça va être ce livre. C'était un peu naïf, mais je me disais, bon, c'est cool quand même de faire partie de ce livre et en plus ça fait partie de ce que de mon travail, ça fait partie de mes convictions. Et donc voilà, il a été publié en 2020, en janvier 2020. Donc, je suis allée à Londres faire la promotion 2 fois dans les bibliothèques, puisque ce livre est publié aux États-Unis, en Angleterre et au Canada. Et la maison d'édition, elle est basée aux États-Unis et en Angleterre. Donc, je les ai rencontrés là-bas. Ce qui c'est cool, déjà de rencontrer les gens avec qui tu bosses et de créer une relation. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est que les gens avec qui tu travailles, c'est des gens, ils sont jeunes aussi, et donc tu crées aussi des liens avec eux, et enfin, on se voit, on s'apprécie et tout, et donc il y aura plein d'autres livres qui vont arriver parce qu'il y a une connexion, et c'est cool. Donc voilà, donc il est sorti et au mois de juin 2020, il était plus disponible sur Amazon. Il y a eu je sais pas comment dire, énormément de gens qui ont voulu l'acheter et il est devenu best-seller en juillet pour les livres de poche non fictifs pour enfants. Pour enfants, c'est des adolescents. C'est pour adolescents. Mais en fait, on se rend compte que ce sujet, il est pour tout le monde et que tout le monde en a acheté. Les parents, les enfants, enfin, ça n'avait pas... Ça allait de tout âge. Et ouais, on en a vendu 200 000. Et là, on a aussi This Book is Anti-Racist, le journal, avec plus d'exercices pour plus d'interactions. Je crois qu'on en a vendu 15 000. Il est sorti ce janvier-là. Et voilà, donc c'est cool de faire partie d'un livre qui est surtout pour à l'école. Beaucoup d'écoles ont acheté en gros. Et c'est cool de voir. Ah, il a été aussi traduit en allemand et en portugais. Et ouais, et c'est tout. Pas en français, désolé, mais c'est pas moi qui m'en occupe et c'est pas mon boulot. C'est la maison d'édition qui s'occupe à pitcher, à parler avec les maisons d'édition en France. On avait parlé avec une maison d'édition en France, mais elle n'a pas trop voulu. Elle pensait que c'était un sujet trop qui ne correspondait pas aux enfants, aux adolescents. Ce qui est bizarre, parce que c'est tout le concept de ce livre, c'est-à-dire que c'est approchable. Non, comment on dit abordable pour tout le monde. Et donc, pour ça, les couleurs sont vibrantes, c'est assez, le langage est assez simple. Tu peux nous montrer? T'as des images sur le site là quand on scrolle, qu'on puisse voir? Ah ouais, voilà, super. Quelques illustrations, mais je les mets pas tous dedans. Là, c'était à la tête moderne, il était... Ah ouais, c'est stylé ça. Et voilà. Mais non, je ne mets pas trop parce que... par contre, là, est-ce qu'on voit ma caméra? Ouais. Bon, là, c'est le livre d'exercice. Yes, excellent. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Il me semble qu'on t'a vu aussi dans les rues de Paris dernièrement. Et ouais, on m'a vu dans les rues de Paris. Alors, je vais mettre
Donc, en février, non, c'était en février, fin février, Mika, le chanteur, m'a contacté. Ça, c'est cool. En fait, il avait l'idée de créer... parce qu'en fait, tous les panneaux publicitaires, ils étaient datés, quoi. Il y a plus, les cinémas ne sont plus ouverts, il n'y a plus d'événements. Donc, ils se disaient, ah ouais, ce serait bien quand même de faire une série d'illustrations avec différents illustrateurs et de les mettre dans Paris. Et du coup, ça a été très rapide. En 3 semaines, on devait avoir fini. Et ensuite, pendant tout le mois de mars, ils avaient affiché mon illustration avec d'autres artistes, 9 autres artistes, plus Mika, qui avait fait aussi son illustration avec sa sœur. Ah, trop bien. Donc, il a beaucoup de talent. Et l'idée, c'était les couleurs et ramener la joie dans la rue, quoi. Et donc, je suis venue à Paris aussi pour prendre des photos, parce que je trouvais ça cool, quoi. Ah bah oui. C'est Mika directement qui t'a contacté ou c'est une agence? Non, il y avait sa sœur. Et puis après, pour la conception, je parlais avec lui. Et aussi le musée des arts décoratifs, là, le directeur, on parlait. Mais je l'ai parlé 2 fois avec Mika. On parlait de l'idée de l'orientation à quoi ça va ressembler. C'était un peu bizarre, parce que pour moi, Mika, c'était en 2017. Donc j'avais, je sais pas, 20 ans. Ouais. Et j'écoutais sa musique, quoi. Et donc là, je me retrouvais seule à seule en mode Zoom avec Mika, quoi. Ah bah oui, ça devait être une expérience. Non, bon, je suis plus une fan aujourd'hui, mais je veux dire, sa musique, elle m'a quand même apporté de la joie, de la couleur. Je sais pas, je trouvais ça cool à cette époque, et c'était cool de voir, de le voir et de parler. Ouais. C'est marrant quand même. Donc, c'était aussi à la télé. Il a fait une grosse communication visuelle. Ouais. On observe aussi beaucoup sur ton portfolio, justement, tu habites à Copenhague, mais tu es venu à Paris prendre des photos. Et je trouve que ce qui est fort sur ton portfolio, c'est en effet toutes ces mises en situation, ces photos, cette mise en scène que tu fais. Tu te donnes vraiment, tu te donnes vraiment les moyens autant de mettre tes images en évidence que toi, ta personne, etc. Et tu réfléchis toujours à ça quand tu bosses, quoi. C'est important pour moi je trouve, en tant qu'illustrateur, de se montrer, parce que je veux que mon travail soit moi, quoi. Enfin, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'anonyme ou quoi que ce soit. Oui. Et comme aussi aujourd'hui avec Internet, les illustrations, on ne sait jamais qui l'a fait, on ne sait jamais, il y a des gens qui partagent, ils mettent jamais les noms. Et je trouve que c'est important pour moi d'être avec mes illustrations pour montrer que c'est moi, c'est mon univers, ça vient de ma personne. Et aussi donc de me mettre en situation avec mon art, je trouve ça marrant. Ouais. Là où certaines personnes auraient peut-être peur de se mettre en avant et qui préfèrent se cacher derrière les images, toi au contraire, c'est un dialogue entre ton boulot et ta personne. Je suis super inspirée par, je sais pas, quand je vois des photos de Picasso avec son art ou comment ça s'appelle Andy Warhol. Je trouve Andy Warhol, par exemple, pour moi, c'est un bon exemple parce qu'il a travaillé beaucoup avec. Il y avait des expositions à Paris, justement, de son travail. C'était pas du tout de la sérigraphie, mais plutôt de la pub, de la vidéo. Et j'avais trop aimé cet autre côté de son travail qui était aussi de se mettre en avant dans son travail, de dire qu'il existe et qu'il fait ces choses-là. Je trouvais ça, je sais pas, ça m'avait vachement inspiré. Et il y avait aussi les photos de Basquiat avec son travail. Je trouvais ça cool, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et aussi, dans la question de la représentation, justement, on voit pas souvent des personnes comme moi, et je trouve ça cool de me mettre en avant pour ces questions-là. Carrément, ouais, totalement. Est-ce que tu pourrais encore nous montrer ce gros projet que tu as fait pour Apple? Yes. Alors, il n'est pas là.
Et au passage, on voit que ton site internet va dans tous les sens. Et ça, c'est assez impressionnant. Dans le sens où souvent, on entend nos invités, tu sais, qui nous disent il faut que ce soit simple, efficace, genre fond blanc, genre pas de fioritures, etc. Toi, bah, le boulot du studio, il est incroyable. Il y a des animations, ça va dans tous les sens et tout. Et quand on plonge dans ton boulot, bah, je t'ôte peut-être les mots de la bouche, mais c'est représentatif de qui tu es, de ce que tu revendiques et tout. C'est plein de couleurs, c'est vivant, ça bouge. Je sais que tu aimes la danse, etc. Et c'est à ton image. C'est aussi l'image que j'ai envie de renvoyer. C'est pas ma personnalité. Je veux dire, en tant qu'artiste aussi, on crée notre propre personnage. Et c'est aussi un espèce de fantasme, une projection plus de soi. C'est vrai que j'ai toujours été très timide, réservée. Et je trouve qu'avec mon travail, eh ben, je me suis beaucoup plus épanouie et j'ai appris aussi à laisser aller et ne pas m'occuper du regard des autres. Et donc, que c'est mon image professionnelle, c'est mon travail, c'est pas moi en tant que personne. Je suis beaucoup plus réservée et puis introvertie aussi. Et en fait, j'essaie avec mon travail d'être moins introvertie, de trouver cette force dans mon travail. Ouais, bien sûr. Et donc là, c'est la campagne avec Apple. Donc c'était l'année dernière, juste avant le Corona. C'était trop chiant parce que je devais justement aller à San Francisco pour cette campagne et rencontrer les gens avec qui j'avais bossé à Apple, l'Apple Park que je devais visiter. Et du coup, bah, justement, en mars, pendant le mois international des femmes, donc c'était pour cette raison-là que j'avais fait cette campagne, et ben tout a fermé et la campagne, elle s'est pas trop vue puisque tous les magasins autour du monde étaient fermés. Donc cette campagne, elle était globale dans tous les Apple Store. Donc j'étais même à Londres, je l'avais vue, à Paris, elle était partout. Et je trouvais ça cool. Moi, limite, j'avais envie de voyager dans tous les pays qu'il avait, aller dans l'Apple Store, prendre la photo. Donc voilà. Et donc là, je sais pas si on avait fait une vidéo. Ouais. Ah mince, désolé. No worries. En tout cas, on voit un petit peu. Ouais. Bon, ça. Ouais. C'est toi qui les as animés aussi? Ouais. Waouh. C'est une question récurrente, hein, mais je sais que les gens vont la poser. C'est Apple qui est venu te chercher? C'est ton agence? Non, c'est eux, ils m'ont trouvé. Alors, parce qu'en fait, justement, juste avant, c'était en 2020, en 2019, j'avais fait une présentation à l'Apple Store de Paris. Ah oui, bien sûr. Et j'avais tagué à Today at Apple, et je pense que c'est comme ça qu'ils ont trouvé mon travail. Donc là, c'était à Paris. Et ils avaient vraiment aimé les photos, l'univers. Ils ont regardé mes photos, mon portfolio, et ils se sont dit, ah, ce serait cool d'avoir ça. Ouais. Elle est trop forte, cette photo, je trouve, de toi avec les vendeurs autour de toi. Là, ouais, ça c'était le début. Je me suis dit, mais ouais, pour moi, voilà, c'était la première fois que je faisais ça et tout le monde était là, bon, alors on va t'aider, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et donc là, c'était vraiment en mode show, quoi. On était dans le backstage, en haut. C'était un peu incroyable. Je me suis dit, mais pourquoi je suis là, quoi? Genre, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Franchement, arrêtez de me prendre comme ça. C'était bizarre. Mais c'est cool d'avoir cette documentation. Moi, je sais que j'aurais pas cette conscience de systématiquement tout photographier mais c'est partout sur ton portfolio. On voit les backstage quasi tout le temps, quoi. Et c'est hyper intéressant. Ouais, j'avais demandé à une photographe de venir. Je l'avais payé pour venir pour prendre des photos parce que je me suis dit, mais attends, c'est la première fois que je fais ce truc. Ça se trouve, dans un an, on m'a oublié. Donc, il faut vraiment que je prenne ces photos, quoi. Je me suis dit, c'était important, quoi. Je trouvais ça impressionnant. Je veux dire, quand tu as autant galéré
et que enfin, moi, ma famille, elle n'est pas du tout dans l'art du tout. J'ai pas grandi dans une famille artistique ou quoi que ce soit, et je savais même pas, je me suis jamais dit je vais devenir illustrateur. Donc pour moi, quand je vois tout ce que je fais aujourd'hui, c'est impressionnant. Je me dis, mais si tu m'avais dit il y a 5 ans, tu vas devenir illustrateur et tu vas bosser pour tous ces marques, je comprendrais pas, parce que j'étais pas là du tout. Ouais, bien sûr. C'est un peu impressionnant, quoi. Ouais, totalement. Et je pense qu'il y a aussi eu, comme tu en parlais au début, l'influence des réseaux sociaux. Et je me demandais si tu pouvais aussi, on reviendra un petit peu plus tard sur comment toi tu utilises les réseaux sociaux et comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu pourrais nous partager les quelques Instagram de personnes qui t'ont inspiré? Yes. Alors, en fait, quand tu m'avais demandé la première fois, j'avais mis des Instagram que je suis aujourd'hui, mais les Instagram qui m'ont inspiré. Ouais. Déjà, il y a Lisa Condon. Ah là là, big fan. Tu nous montres? Ouais. Alors déjà, j'avais déjà commencé mon travail avant, mais elle m'avait suivi au bout d'un moment. Et j'ai regardé son travail, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal, quoi. Genre, c'est super intéressant. Et puis sa personnalité aussi, elle partage beaucoup sur sa vie, sur ses. Quand on voit elle parle tout le temps là, les captions, là, comment on dit en français, les captions. Je sais pas. Les captions. C'est les textes qui vont avec les images. Ah oui, le texte, ouais. Je sais pas. Le texte, ouais. Ouais, elle écrit hyper bien, c'est intéressant. Ouais. C'est trop intéressant. On peut tu me montres aux spectateurs qui ne connaissent pas, parce que moi j'adore Lisa Condon aussi. On s'est parlé une fois, elle et moi, aussi sur Instagram. J'étais comme un fou. J'étais genre, j'ai plusieurs de ses, enfin j'ai 1 ou 2 livres à elle qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours aussi. Et elle est hyper prolifique. Et je me suis douté, tu me l'avais pas dit, mais maintenant que tu me le dis, je me suis douté que ça devait sûrement être une de tes influences. Je veux dire, je m'inspire pas de son travail, mais je suis, comment dire, fan de son travail. Et bon, on a différentes histoires, mais je trouve que c'est super intéressant. Donc il y a elle, donc je vous recommande de la suivre et de. Tu peux nous montrer son Instagram? Je suis désolé, mais on voit pas son Instagram. Ah mince. Ah non, pardon, non. Ah, on ne voit parce pas. qu'en fait, désolé. Donc comment on fait? Il faut que je désactive. Ah voilà. Ah, Pauline est la rescousse. Yes. On la voit plus, mais elle est là, Pauline. Ah oui, pardon. Donc là, voilà, on y est. Et donc, vous voyez? Ouais, voilà. Ok, donc c'est trop bien son travail. Là, vous voyez le texte, les images. Elle a toujours des slogans et c'est toujours positif. Et ce qui est inspirant aussi avec cette dame, c'est qu'elle a recommencé une carrière, mais genre sur le tard. Je sais pas, elle avait 40, 50 ans. Ouais. Et aujourd'hui, bon, elle a une carrière incroyable, mais comme quoi, c'est jamais trop tard en fait. Et je pense qu'elle a aussi écrit et illustré un livre à ce sujet de A Glorious Freedom, je pense que ça s'appelle. Bon, bref. C'est un peu, c'est incroyable de se dire que même à 50 ans, tu trouves ta voix artistique, quoi. Mais c'est pas tout le monde qui. Enfin, d'un côté, je veux dire, les Américains, ils aiment bien dire oui, tout le monde peut réussir. Mais ça, c'est un peu l'idée américaine, quoi. Je veux dire. Ouais, bien sûr. C'est pas vraiment vrai. Enfin, elle a eu beaucoup de chance de pouvoir faire sa carrière à 50 ans, mais tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Je veux dire. Donc, des fois, j'aime bien son travail, mais des fois, je trouve que le discours, genre, tout le monde peut réussir. Moi, regardez, à 50 ans, j'ai réussi, mais je veux dire, c'est pas tout le monde. On ne trouve pas sa voix comme ça. Je veux dire, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, quoi. Ouais. Donc voilà, mais j'adore son travail. Ouais, super, Ensuite, qui d'autre? Il y avait aussi Andrea Pepins. Ah oui.
qui est d'ailleurs Ah, avec elle, elles se connaissent. Ouais. Donc elle vient des États-Unis, mais maintenant elle habite en Suède. Et je trouvais, et du coup, en fait, grâce à elle, elle avait posté une photo une de mes illustrations sur Instagram. Et c'est comme ça qu'en fait, l'éditeur avec qui je bosse maintenant pour mon livre m'ont trouvé. Et en fait, merci. Everything is connected. Ouais. Parce que justement, elle travaille avec eux et elle fait ces livres-là aussi, Big Ideas for Young Thinkers. Et ces livres sont même traduits en français. On peut les trouver en France. Donc ça, c'est trop cool, quoi. Et voilà, donc j'aime bien son travail. Ouais, carrément. Après, je sais plus, on avait dit... Au cas où, il y a Berlin Michel, Blur Ilmani et Zipeng Zhu. Ou autre chose, hein, mais... Ah oui, Berlin Michel. En ce moment, je regarde son travail. Je suis plus en mode inspirée. Genre, il y a tellement de détails que genre, je peux passer des heures à regarder. Et c'est un peu marrant, quoi. Sur les signes astrologiques. Je sais pas, je trouvais ça super cool. C'est des gens qui utilisent Instagram comme des fous furieux et voilà, ils l'utilisent énormément. Et... Au niveau des couleurs, c'est juste... Au niveau des couleurs, ça, c'est en ce moment que je suis inspirée. Sinon, j'aime bien aussi Platon. Alors là, c'est d'autres choses. Platon, c'est un photographe. Et j'adore ses portraits photographes. Ces images. Yes. Elles sont très belles. Il y avait justement un documentaire sur lui sur Netflix, Abstract. Oui, c'est oui, comme bien ça sûr. que j'ai trouvé son travail. Je trouvais, je sais pas, la façon dont il prend la photo des gens, les expressions des personnes. C'est du black and white, mais j'adore. Ouais, c'est hyper puissant. Ouais, super puissant. Très, très beau au niveau des éclairages. Et donc, du coup, oui, la photo, justement, ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Ouais. Alors, je sais pas si... quel autre photographe? Évidemment, la photographe française qui est un peu partout s'appelle... Oh non, je me rappelle plus de son nom. Elle avait fait le clip de comment ça s'appelle? Je suis trop mauvaise avec les noms. Je ne pourrais pas t'aider. Non, bon, c'est pas grave, je ne trouverai pas ça. Ok. Je sais pas. Ah si, il y a Olympia Zanioli. Olympia Zanioli, ouais. Gros fan aussi. Ça... Ouais. Elle aussi, c'est vraiment... c'est une femme incroyable qui a aussi fait carrière aux États-Unis, qui vient d'Europe et tout, et qui... Je l'avais entendu sur une interview où elle disait qu'elle n'était pas reconnue en Italie du temps où elle y était. Et c'est une fois qu'elle est passée par la case États-Unis et qu'elle a commencé à bosser pour des revues et des marques et tout là-bas, qu'elle a été plus reconnue en Europe. Et c'est une histoire que j'entendais en tout cas à l'époque assez régulièrement. Je ne sais pas si toi, le fait peut-être que ton boulot a une portée internationale, est-ce que... Je pense que oui, évidemment, c'est vrai. Mais bon, je veux dire, j'ai pas non plus beaucoup de clients en France. Ah oui, ouais, voilà. Ouais. Donc, tu as fait ton trou à l'international. Ouais, et ça va très bien. Je ne veux pas me plaindre de ça. Ah bah oui, Donc, tu m'étonnes. Après, il y a une autre dis-moi. illustrateur qui s'appelle Karabo Popier. Et j'adore, elle vient de sud-africaine, d'Amérique, comment ça s'appelle, Afrique du Sud. Et j'adore ses illustrations. Ah oui, ça j'ai vu pour BeTransfer. Ouais, c'est cool. Et elle fait aussi des animaux, mais j'adore la typo. Ouais. Voilà. Je trouve ça grave cool. Bien. Ah ouais, c'est hyper stylé. Ouais, carrément. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup pour ça, Aurélia. Ça en met plein les yeux. Je vais passer la main maintenant à Olivier et Stéphane qui vont nous faire une petite démo de Spark. Et puis toi et moi, on se retrouve juste après pour discuter
engagement, réseaux sociaux et tout le tintouin. Ça marche? Ok. À tout à l'heure du coup. Olivier, Stéphane, c'est à vous. Merci. Alors, hop, c'est moi qui vais prendre la main. Donc voilà, donc là, ce dont on va parler, c'est de Spark. En fait, Spark, c'est une plateforme où on peut créer différentes choses. Là, on va se concentrer, pour une question de temps, uniquement sur Spark, que l'on appelle Post, qui permet de créer des posts pour les réseaux sociaux, comme on le voit ici sur l'illustration, d'en refaire des versions pour les différentes plateformes, en réajustant le contenu, etc. Et puis, dans les prochains M'as-tu vu, on fera Spark Page et Spark Vidéo plus tard. Donc, en gros, voilà, le but, c'est de créer très rapidement, même si on sait faire dans Photoshop, même si on sait faire dans Illustrator. C'est tellement rapide, tellement simple de le faire dans Spark que pour créer du contenu pour les réseaux, bah, c'est plus simple. Et juste, pour info, il y a aussi des applications. Là, je vais rester sur le site web pour pas avoir à faire de partage, etc. Mais vous avez aussi, vous l'avez aussi donc Post sur Android et puis sur iOS. Et Page, vous les avez uniquement sur iOS, ainsi que vidéo. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Mais nous, on va se concentrer en fait sur Post. Donc, si vous allez sur spark.adobe.com, vous allez trouver en fait cette interface une fois que vous êtes logué, enregistré. Moi, je suis en premium parce que il y a une version gratuite, il y a une version freemium où vous aurez un logo Spark, un petit logo discret sur vos posts. Mais si vous êtes membre du Creative Cloud, vous avez forcément la version premium dans votre compte. Hein. Juste pour rappel, si vous allez dans Creative Cloud ici et que vous allez sur Web, par exemple, vous allez voir qu'il y a Spark ici. Et si vous cliquez ici, ça va vous ouvrir dans le navigateur et vous authentifier automatiquement dans Spark. Mais moi, j'y suis déjà. Donc, qu'est-ce que c'est que des posts? Donc, on va pouvoir, imaginons que j'ai besoin voilà, vous avez vu, j'ai fait des petits exemples avec justement M'as-tu vu, avec la charte de M'as-tu vu. Mais imaginons que vous n'ayez pas encore de charte, que vous voulez juste faire une petite chose, vous pouvez très bien choisir par quelle forme de post vous voulez, en fait, ici. Hein, est-ce que je veux des présentations? Est-ce que je veux des collages? Est-ce que je veux des choses? Je peux passer aussi par le petit plus ici, on va me guider. Donc, je vais pouvoir voir est-ce que je veux créer une vidéo, une page, un post Instagram ou autre. Ou je peux voir aussi une vue avec plein d'exemples. Plein d'exemples pour m'inspirer, pour me permettre de démarrer de quelque chose et de ne pas démarrer d'une page blanche si ça m'intéresse. Imaginons que je veuille, voilà, par exemple, partir d'ici. Je peux tout simplement cliquer ici. Alors, il y a des milliers de templates. Hein. Voilà. Donc là, j'arrive directement à partir d'un modèle. Je viens de prendre un modèle et à partir de ce modèle, je suis en train de créer le mien. Je peux revenir sur les modèles. Hein, vous voyez, il y en a plein. Je peux changer à tout moment. Donc ici, c'est tout ce qui est contenu, tout ce qui est ajout de contenu. On peut rajouter du texte, on peut rajouter bien sûr des photos, des icônes SVG que je peux coloriser, des assets, des arrière-plans. On verra qu'on peut mettre ses propres logos et si vous êtes membre du Creative Cloud aussi, vous avez aussi les bibliothèques Creative Cloud, on en reparlera tout à l'heure. Et ensuite, c'est tout simplement, vous allez avoir sur le côté tout ce qu'il vous faut. Par exemple, le niveau design, quelles sont les variantes de design qu'on pourrait appliquer à celui-ci, donc des suggestions. Le resize, on va voir effectivement qu'à tout moment, je peux finalement changer et juste réarranger ce qui a mal vécu le réarrangement pour pouvoir republier tout simplement avec un bouton de partage ou télécharger une version JPEG ou autre, ou vidéo, hein, parce qu'on peut aussi mettre des animations. Donc là, je passe très rapidement, mais c'est juste pour vous donner un petit tour d'horizon de ce qui est possible ici. Donc, si je reviens sur mon format d'origine, parce que j'aimais bien, là, je voulais un petit format carré. Bien entendu, après, en fonction de... Donc, si je désélectionne en cliquant sur la zone ici, ce sont des options qui vont être par rapport à l'ensemble du document. Maintenant, si je clique sur une image, vous voyez déjà ici que je peux la recadrer sans problème, déplacer. Je peux remplacer cette image par une autre image. Et dans les images, vous allez avoir plusieurs endroits. Donc, vous allez avoir ici un moteur de recherche qui va chercher dans toutes les bibliothèques d'images open source avec droit, Creative Commons avec des droits. Donc, bien sûr, à vous quand même de vérifier. Adobe Stock, les bibliothèques, Lightroom, Dropbox, etc. Donc, vous pouvez vraiment aller chercher partout, en fait, des photos. Donc là, je vais aller juste ici, je vais prendre quelque chose au hasard, hein, c'est pas très grave. Ici. Et ce qui est intéressant aussi, sur ces plateformes, par exemple ici, c'est Pixabay, ou sur Adobe Stock ou autre, s'il y a forcément un crédit, eh bien, automatiquement, les crédits vont être embarqués dans la publication. Bien entendu, je vais pouvoir aussi revenir, redéplacer les images, zoomer, appliquer des filtres photos,
etc. Donc tout ça, mettre un blur, améliorer les couleurs. Je vais pouvoir aussi revenir sur le texte. Et ce qui va être intéressant ici, bah voilà, par exemple ici, rien à voir, on va mettre m'as-tu vu, voilà, juste pour la petite dédicace. Voilà, donc j'ai m'as-tu vu, on va avoir ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'adresse vraiment au nom professionnel, ce qui fait que le texte va vraiment se réarranger en fonction de l'espace. Hein. D'ailleurs, si ça, c'est pas très lisible ici, je pourrais peut-être aussi lui demander de me faire des suggestions. Par exemple, ici, vous voyez que même si je peux régler par moi-même les informations, je peux aussi lui demander de faire des suggestions, et il va me faire des suggestions d'arrangement de texte, en fait, de style, et je vais m'arrêter jusqu'à ce que, au moment où finalement ça m'intéresse. Donc on va pouvoir aussi gérer tout un tas de choses. Donc là on a le texte, on peut l'éditer bien entendu, on peut double-cliquer, on peut gérer aussi des couleurs. On voit qu'ici on a tout un tas de palettes qui vont permettre par exemple d'être appliquées non seulement à la typo au fond, mais peut-être aussi en filtre photo. Et je peux définir mes propres palettes, ou je peux faire ce qu'on appelle du random, c'est-à-dire qu'en fonction des éléments, plus j'ai des éléments à coloriser, plus il va me permettre de passer en revue très rapidement, à partir de cette gamme qui m'intéresse, tout un tas de variations de couleurs possibles, et puis je m'arrête, et puis si je veux revenir, je reviens sur un élément en particulier, et je peux encore revenir, travailler très précisément ce qui m'intéresse. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Maintenant, ce texte, je pourrais très bien me dire, oui, mais j'aimerais aussi trouver un nouveau style, non pas sur les attributs de texte eux-mêmes, mais sur, par exemple, ici, si je viens sur la partie design, je peux lui demander d'aller chercher tout un tas de choses, des shapes pour aller derrière. Je vais avoir la possibilité de me proposer tout un tas de modèles, en fait, ici, pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est plus pour vous montrer très rapidement ce qu'on va pouvoir faire ici. Comment l'interface fonctionne. Bien entendu, on peut dupliquer, bien entendu, on peut rajouter des éléments. Si je reviens maintenant sur mes projets, je vais vous montrer un projet que j'ai préparé à l'avance exprès, qui est celui-ci. Donc, bien entendu, je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut changer le ratio sans aucun problème, et on peut dupliquer finalement ce ratio. Donc là, ce que je voulais faire, c'est avoir une image pour, vous savez, faire les posters, en fait, les vignettes sur YouTube. Donc, du coup, une image, en fait, un JPEG qu'on va mettre. Donc là, du coup, j'ai pris le modèle, j'ai pu intégrer, en fait, de la police de caractère. Au passage, ici, dans les polices de caractère, vous avez tout un tas de polices qui sont déjà fournies par défaut dans la plateforme. Et si vous êtes en version pro, vous pouvez aussi charger vos propres polices de caractère. Bien entendu, vous aurez un petit avertissement vous demandant si vous avez bien la licence, etc. Et vous pouvez aussi aller chercher dans vos polices qui sont synchronisées sur Adobe Font. Et donc là, par exemple, la police utilisée était la NEE, j'oublie la NEE Cabel. Et en fait, je suis allé directement la chercher. J'ai pris aussi un placement d'image, donc là j'ai mis juste quelque chose pour placement, et je peux tout simplement faire remplacer l'image. Pareil, je vais prendre n'importe quoi, c'est juste histoire d'eux. Et puis voilà, l'image elle est placée, je peux revenir dessus, j'ai mis l'élément. Et à partir de maintenant, je peux juste télécharger cette image, ou encore une fois, partager les éléments. Et ce qui va être encore plus intéressant, donc là je vais annuler cet élément, c'est que maintenant que j'ai fait ça, finalement, c'est tous les 15 jours, on a ce m'as-tu vu, donc il va y avoir tout un tas en fait d'éléments à faire. Donc ce que je peux faire, en lieu et place de modifier à chaque fois le même, j'ai la possibilité, et ça c'est tout nouveau, de créer un template. Donc ce template, je vais l'appeler YouTube vignette. Je peux mettre une description, et je vais pouvoir le mettre dans une bibliothèque Creative Cloud. Alors là, j'en ai énormément, où je peux en créer une à la volée. Et l'intérêt de ces bibliothèques, c'est que je peux les partager avec d'autres personnes. Par exemple, je pourrais les partager avec Pauline, avec Olivier, et puis avec Jérémy, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent faire leur déclinaison. Donc dans ce cas-là, je vais partager la bibliothèque avec toutes les ressources, les images, les logos, etc. Et donc, on va pouvoir très facilement ici venir partager ça en quelques clics. Donc voilà, donc je passe très rapidement. Là, je vais faire une nouvelle bibliothèque que je vais appeler temp. Je supprimerai après. Voilà, je sauve, et il va magiquement convertir. Les équipes travaillent aussi pour pouvoir convertir un fichier Photoshop, Illustrator ou InDesign pour pouvoir, si vous êtes pro, mettre ça dans Spark. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous inciter à utiliser et à souvent faire les visuels pour les réseaux sociaux, pour les posts. C'est souvent extrêmement
excusez-moi du mot, c'est le mot technique, chiant à faire en fait, hein, souvent. Souvent, c'est pas ce qu'on aime faire. Et bien là, du coup, vous avez la possibilité, tout simplement, de venir, créer ces visuels facilement avec une plateforme faite pour ça. Alors, je te repasse la parole, hein, Jérémy. Merci Stéphane, ouais, c'était efficace. Ouais, non, mais c'est parce que je pensais que tu allais encore continuer, mais c'est très cool, c'est très cool. Aurélia, c'est reparti. Merci beaucoup Stéphane. Non, bah, j'ai couvert et puis je voulais laisser aussi la parole aux questions-réponses, etc. Donc j'ai essayé de tenir dans un timing pour. Ouais. Merci beaucoup Stéphane, ça marche, c'est top. Alors, Aurélia, on est de retour. Et donc, maintenant, on va un petit peu plus approfondir ta stratégie de communication. Comme on dit, bon, c'est un grand terme, hein, mais c'est souvent le moment où les gens parlent de réseaux sociaux, etc. Mais moi, un truc qui me marque beaucoup dans ton boulot, et qu'on pourrait parler 1000 ans de comment utiliser les réseaux, quelle est la meilleure stratégie pour communiquer, etc. Mais c'est surtout que ton message, il est très clair. Et j'ai souligné quelques trucs, par exemple, Aurélia Durand is a French illustrator celebrating her Afro-descendants through proud and empowered colors. My work is playful, colorful and aims to show diversity. Vous noterez mon joli petit accent anglais. Et merci, 4 ans en Angleterre. Et bref, et en fait, ce message, voilà, tu le déclines partout, que ce soit dans ton travail, dans tes projets, sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, ça me fait penser au fameux Start with Why de Simon Sinek, que tu connais peut-être. C'est voilà, ton message, il est clair, il est coup de poing, et c'est la meilleure des stratégies de communication. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu comme une campagne. Ouais, grave, carrément, ouais. Ah, des fois, je pense à ça. Genre, c'est ma propre campagne. Et souvent, je dis a joyful protest. Ouais. Comment dire, protestation joyeuse, ouais. Une manifestation joyeuse. Dans l'idée que, au début, quand j'ai commencé, j'allais souvent à Copenhague, j'avais trouvé une communauté, c'était People of Color of Copenhagen, les gens de couleur de Copenhague. C'est un peu bizarre de le dire en français. Les gens non blancs, on va dire. À Copenhague, de différentes cultures. Évidemment, en Danemark, il y avait beaucoup d'Américains, d'Anglais, Allemands. Et j'allais souvent à ces événements et je me rendais compte, putain, il y avait beaucoup de choses que j'étais pas au courant et que je voyais pas. Et en fait, ça m'a montré que oui, qu'il fallait, qu'il manquait un peu de ce genre de truc parce qu'il manquait. En fait, moi, dans ces événements, il y avait beaucoup de frustration, de peine, d'expériences douloureuses. Et je me disais, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas envie d'être dans le discours où je dis ah mais ça va pas, dans le discours un peu black and white. Non, je voulais vraiment être dans la joie et je me suis dit que avoir un discours joyeux et positif et ouais, bien pour l'avenir, quoi. Penser à l'avenir et un avenir plus inclusif, plus divers, où on est tous ensemble, quoi. Ouais. Et moi, à La Réunion, par exemple, La Réunion, c'est un exemple que toutes les cultures peuvent être ensemble, quoi, sans se frotter et vivre paisiblement. Je trouvais ça super intéressant quand j'étais à l'école. Pour la première fois, j'étais avec des gens qui venaient d'Asie, qui venaient d'un peu partout du monde, et ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a marqué. Et du coup, pour toujours, quand je suis revenue en France, c'était un peu gris, quoi. Il y avait beaucoup, c'était très communautaire, quoi, genre. Et moi, en fait, j'aime quand les gens partagent, et j'adore rencontrer des gens qui ont une culture complètement différente de la mienne. Comme ça, j'apprends des nouvelles choses. Comme ça, je vois ma culture d'une autre manière. Comme ça, en fait, en France, on est très centré France. On parle que français. Mais
en fait, parler plusieurs langues, ça ouvre aussi sur l'univers, sur nous, en tant qu'être humain. Ça nous ouvre sur d'autres horizons, sur d'autres façons de penser, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser. Et donc, cette idée-là aussi moi, je veux représenter cette diversité. Mais c'est vrai que mes personnages, au début, on dit oui, mais que des personnages noirs. Mais le noir, c'était aussi une façon de créer un contraste visuellement, parce que ça marche très bien avec les couleurs vives, explosives. Et ça devenait une couleur, parce qu'on dit souvent le noir n'est pas une couleur, mais dans mon travail, le noir est une couleur et ça vibre, ça crée des contrastes, ça crée. Et c'est ça aussi l'idée dans mon travail, c'est créer des contrastes avec les couleurs, chercher des couleurs qui ne marchent pas ensemble, mais créer de l'harmonie ensemble. Donc voilà. Ouais. Et au-delà des couleurs, c'est. Je pense à cette petite phrase que tu avais citée, je pense, dans une interview, que la plupart des gens, quand ils voient ton travail, ils se disent voilà, c'est joli, ça leur apporte de la joie, et que bon, ça te plaît, bien évidemment, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, mais que toi, tu utilises tes couleurs pour communiquer ta vision du monde, hein, une protestation joyeuse, comme tu disais, il y a un côté protestation, il y a une vraie prise de position, mais c'est joyeux et ouais. Ouais, non, c'est vrai. Tout le monde dit oui, tout le monde s'arrête et dit ah mais c'est beau. Bon, c'est vrai, c'est beau, mais il faut aller un peu au-delà de ça et penser que les couleurs, c'est en fait quand on utilise des couleurs vives, les gens se disent ah c'est pour les enfants et tout. Mais non, faut arrêter. On a toujours cette idée, oui, quand on est adulte. Quand on est adulte, c'est blanc. On aime bien le blanc et le noir, ou les gris, ou les couleurs pastel, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, dans plein de cultures, bah justement, non. Je sais pas, en Afrique, en Inde, dans les cultures Mexique, les couleurs, elles sont importantes. Elles représentent la vie, quoi. Et la vie, c'est quand tu vas dans la nature, tu vois la couleur. La couleur, elle est là. Et c'était marrant parce que j'ai regardé sur Netflix, il y a un nouveau documentaire, c'est avec Attenborough, David Attenborough, et il parlait des couleurs dans la nature. Et justement, il y a des animaux qui ont de la couleur pour pouvoir se protéger, ou ils ont de la couleur pour attirer. Donc, en fait, la couleur, elle est importante dans la vie. Elle crée un message. Et je pense que on a souvent oublié cette couleur, surtout dans les pays occidentaux. On met pas la couleur, c'est trop exubérant, ou c'est pour les gays, ou sinon c'est pour, tu vois, souvent les gens me disent, est-ce qu'on peut avoir un truc pour la gay pride? Mais premièrement, je ne suis pas gay et je ne sais pas ce que ça veut dire d'être gay, et je pense qu'il faut qu'ils contactent d'autres artistes qui le sont, parce qu'ils auront leur façon de voir le monde, et que ce sera beaucoup plus pertinent. Parce que moi, je ne sais pas, je n'ai pas cette expérience, je n'ai pas ce vécu. Et mon travail n'est pas forcément pour les personnes gays, c'est vraiment c'est ouvert, quoi. Et c'est cette idée-là que la couleur, c'est pas forcément exubérant ou enfantin ou pour la communauté LGBTQ. Non, c'est pour tout le monde. Et ça doit être et en fait, plus on acceptera la couleur, et plus on acceptera aussi l'autre. C'est-à-dire les nuances de couleur, et c'est aussi les nuances de notre culture, de nous, quoi. Plus on accepte les couleurs, plus on accepte l'autre, et on comprend différentes nuances dans les discours. Ouais. Je ne sais pas si tu connais probablement le travail de Cruciforme. Ouais, et elle a fait son gros livre Colorama. Et quand j'en discutais avec elle, elle disait qu'en fait, tout ce travail autour de la couleur, avec des dizaines de nuances par couleur, c'est aussi la possibilité de enrichir son vocabulaire, en fait. Genre, quand on se dit et je pense que je suis un peu coupable de ça c'est bleu, ça c'est rouge. Mais en fait, il y a des tonnes et des tonnes de variantes, et ça te permet de nuancer le monde, et c'est tellement important au-delà des couleurs, mais voilà, c'est la base. Et j'entends ça aussi dans ce que tu me dis, de nuancer, d'accueillir l'autre, de ne pas en avoir peur, de s'enrichir les uns les autres, et voilà le côté inclusif. Ouais. Et
Et alors, donc, un autre sujet aussi qui intéresse un petit peu tout le monde aussi. Aujourd'hui, tu es suivi par plus de 90 000 personnes sur Instagram. Est-ce que tu te souviens du tipping point, du moment où, comment et à quel moment est-ce que tu as remarqué que ton audience grandissait? Plus, en fait, c'est un peu du bouche à bouche. Je pense que les blogs aussi ont pas mal parlé de mon travail. Et du coup, ça a attiré des nouvelles personnes. Et je pense que ouais, c'est ça, c'est que on pense que tout est sur Internet, mais non. J'ai fait partie aussi, j'ai été dans des événements à Londres, j'étais allée à New York, je suis allée en Suisse, au Danemark. Et donc, en fait, tout ça, ça a aussi, le fait que que je bouge et que je vais dans différents événements, ça aussi, ça permet de créer, d'apporter des gens qui vont me suivre, quoi. Et de créer une awareness, ouais, je suis comme toi, je suis très anglophone. Une prise de conscience. Non, prise de conscience. Conscientiser, voilà. Ouais, prise de conscience sur mon travail. Et donc voilà, en fait, c'est les gens qui parlent de mon travail. Quand par exemple, je travaille avec, la dernière fois, j'ai travaillé avec Amazon. Ils ont fait aussi une interview avec moi qu'ils ont mis sur leur site internet. Donc, je veux dire, il y a aussi beaucoup de gens, les marques avec qui je bosse, qui parlent de mon travail. Ils font pas juste, c'est anonyme, on veut pas savoir, on veut pas dire qui a fait cet art. Donc ça aussi, ça aide à avoir de la visibilité. Mais pour moi, le plus important, c'est pas forcément la visibilité sur Instagram. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont me proposer des jobs. Parce que, évidemment, à Instagram, en postant, ça donne pas de l'argent, quoi. On ne peut pas survivre par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on se dit, mais comment tu fais pour pouvoir vivre? En fait, pour moi, le plus important, c'est que les gens dans les abonnés 90 000, il y a des abonnés qui vont me donner du travail. C'est ça le plus important, c'est que c'est des gens qui travaillent dans des entreprises ou qui ont des idées pour moi de faire des expositions, des trucs comme ça. C'est ça qui m'intéresse. Pas forcément les gens lambda. Moi, si je pouvais juste avoir des gens qui sont dans le business, avoir 100 bons abonnés, ça me va complètement. Je veux dire, tu vois, c'est pas... Mais bon, après, aussi, avoir 90 000 abonnés, ça permet aussi de faire des campagnes avec Adobe. Avec Adobe, j'ai travaillé pour le... Comment ça s'appelle on a fait pour l'iPad Aero, l'iPad Illustrator, la nouvelle application pour iPad. J'ai fait ces campagnes et je trouve ça super cool. En plus, j'adore utiliser Aero, donc c'est réalité augmentée. Et je trouve ça super cool. Je fais ça plus pour mon plaisir. Bon, j'en fais pas souvent en ce moment, mais j'adore en faire. Parce que ça un peu allie mes connaissances en design de produits, c'est-à-dire le volume et l'illustration. Je trouve ça super intéressant. Et donc voilà, c'est apporter les gens Instagram, c'est pas forcément le nombre d'abonnés, mais la qualité. Et je pense qu'il y a beaucoup de qualité dans ces 90 000 abonnés. Et c'est grâce à ces blogs qui parlent de mon travail et mes clients qui parlent de mon travail à d'autres personnes. Mais maintenant aussi, je suis sur LinkedIn et sur LinkedIn, je n'ai que des personnes dans le milieu professionnel. Comme ça, je peux c'est comme si je disais, j'envoyais une newsletter à mes clients et dire j'ai bossé sur ça et ça. Donc, je trouve ça super cool. Mais je n'accepte pas les personnes qui ne bossent pas avec moi parce que je veux vraiment que ce soit très professionnel. Et sur Instagram, c'est tout le monde. Mais,
Mais je pense que une des raisons aussi pourquoi tu as une audience vraiment de qualité, comme tu dis, c'est qu'on en revient à ce message très clair. Tu sais, Simon Sinek qui dit People don't buy what you do, they buy why you do it. Et on voit et ton message, il est attirant aussi de par toutes ces marques aussi qui veulent développer sensibiliser autour de l'inclusivité, de la diversité, de représentation, etc. Et tu es la personne idéale pour parler de ce sujet. Et oui, et en fait, on va dire que mes clients achètent plus moi que mon art, c'est-à-dire ce que je représente et mon but. C'est intimidant pour toi? Ouais. Intimidant au début. C'est quand même. Au début, quand j'ai eu mon premier contrat avec Apple, donc là, je me suis dit, parce que moi, dans ma tête, je me dis, ça serait trop bien. Mais le jour où c'est arrivé, j'ai cru que j'allais mourir. Quand je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et oui, c'était très intimidant de parler avec ces gens, parce que c'est impossible d'avoir ces boulots-là. C'est-à-dire, tu peux pas envoyer un mail et dire, hey, j'existe. C'est eux qui viennent à toi. C'est-à-dire que le jour où ils viennent à moi et qu'ils me disent ça, je me dis, oh là là, ça veut dire qu'il y a un truc, quoi. Et du coup, c'est un peu impressionnant dans le sens où combien je veux leur dire combien ça coûte, quoi, parce que j'ai pas envie d'être une débile, quoi, genre dire en fait je veux 200 €, mais non, ils veulent acheter aussi de la qualité, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes un prix, que tu sois sur le marché, que tu donnes de la valeur, tu vois. Donc ça, oui, ça c'était très impressionnant et j'ai mis 1 semaine pour donner un prix, parce que je me suis dit, mais je sais pas, en plus sur Internet, il y a personne qui communique les prix, tu sais pas, tu arrives sur le marché, mais ça va pas être 100 €. Tes copines pour avoir une idée Non. Mais tu as un agent en Australie, non, il me semble aux États-Unis, mais mais au début, tu n'as pas d'agent parce que les agents, ils s'intéressent à toi que quand toi, ça va, quoi. En fait, il faut penser que quand tu es un illustrateur, faut pas dire oui, ils vont venir t'aider. Non, ils ont un business, ils veulent réussir leur business. Ils sont pas là pour t'aider. Ils sont là pour surfer sur la vague avec toi. C'est ça. Et moi, j'ai bien compris. Et au début, je me disais, ouais, je veux trop un représentant, mais ça, pendant un moment, pendant 2 ans, j'étais seule. Et il n'y avait personne qui m'avait aidé. Donc, du coup, j'ai dû un peu tester. Ouais, te débrouiller, bien sûr. Mais au début, oui, tu fais des heures, mais tu apprends. Et ça, c'est bien. Pardon, je dois mettre mon chargeur, sinon mon ordinateur va... Ah, d'accord, ça marche. Alors, chers téléspectateurs, je vais vous faire une petite musique d'ascenseur pour patienter. J'en ai profité aussi pour mettre les liens. En fait, Aurélie était venue sur la chaîne Adobe France et donc j'ai profité pour l'article dont elle avait parlé, juste pour info. Merci Stéphane. D'autres petites news? Hey, she's back. Hello. Très bien. Non, mais ouais, sur le prix, et je pense que c'est... Après, au début, maintenant, aujourd'hui, après avoir beaucoup d'expérience, même quand je parle avec des illustrateurs qui sont bien, qui ont beaucoup de boulot, ils disent qu'ils ont toujours des problèmes pour savoir quel prix donner. Donc, en fait, ce sera un problème pour toujours, quoi. Et même si on bosse avec une grosse marque, ça ne veut pas dire qu'on peut c'est le même budget tout le temps. Ça change. Ouais. Il y a beaucoup de facteurs. Et moi, je sais que, au début, quand j'avais pas d'argent, j'appelais tout le monde, quoi. Genre, toi, tu demanderais combien, j'ai vu que tu as fait ci, tu as fait ça, puis tu fais des comparatifs. Et c'est sûr. Et je me demandais aussi, est-ce que l'actualité qu'on a connue, notamment l'an dernier avec Black Lives Matter, et tout le bordel qui s'est passé, évidemment, est-ce que ça a eu une résonance aussi? J'imagine que peut-être ton livre, This Book is Anti-Racist, est-ce que ces événements ont fait en sorte qu'il y ait aussi plus de visibilité autour de ton boulot, ou est-ce que c'était déjà avant? On va dire qu'avant, j'avais quand même pas mal de boulot. Ça se passait bien. En 1 an
en un an, j'ai vu la différence. Mais après, avec Black Lives Matter, juste juin, juillet, septembre, ça a été vraiment très intense. J'ai eu énormément de personnes qui venaient, qui m'envoyaient des mails, qui me disaient « Ah, tu peux faire ci, tu peux faire ça ». C'était en mode rush. Beaucoup de blogs, d'interviews. Au début, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Une personne est morte et d'un coup, tout le monde se réveille et se dit, ah, mais il faudrait peut-être qu'on inclue plus de gens. Donc, on va dire qu'il y a des marques, je sais, qui travaillaient déjà sur ce sujet avant même que Black Lives Matter est arrivé. Donc, Apple, Adobe, Facebook, toutes ces marques qui sont très internationales, qui se devaient déjà d'inclure les voix diverses. Et puis après, il y a d'autres marques qui ont commencé à se réveiller. Mais d'un côté, je me suis dit, je ne vais pas dire non à ce genre de boulot parce que d'une, il faut quand même que ma carrière elle commence. Enfin, faut que je trouve. Enfin, c'est une possibilité pour moi d'avoir plus de boulot, mais aussi plus intéressant. Oui. Et du coup, je l'ai fait. J'ai bossé avec le New York Times et on va dire que le New York Times, New Yorker, le New Yorker, ils surfent un peu sur la vague, on va dire, parce que ils n'avaient pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient. Ils m'ont contacté. Non, mais en fait, j'ai bossé avec eux, ils m'ont contacté et je voyais qu'ils avaient pas mal qu'ils demandaient à plein d'autres illustrateurs aussi de bosser avec eux, de personnes de couleur. Donc, on voit que. Mais parce qu'avant, je les suivais aussi et je voyais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et là, d'un coup, il y en avait beaucoup. Donc, voilà, donc les marques, on voit que, bon. Mais est-ce qu'on peut vraiment... Enfin, ils font le boulot, quoi. Mais c'est juste, sur le moment, on se dit, putain, il y a un rush, quoi. Genre, d'un coup, quoi, ça explose, quoi. Mais c'est le message que tu as toujours voulu amplifier, donc c'est... Ouais, c'est bien. C'est dommage, c'est hyper triste qu'il ait fallu un drame pour que, comme tu dis, les gens se réveillent. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Mais bon, ça permet aussi, en espérant que de toute façon, maintenant, partout dans le monde, on en parle. Et c'est ça aussi la positivité du truc, c'est que en France, en Allemagne, en Danemark, il y a eu des manifestations Black Lives Matter. Je veux dire, c'est incroyable. Et on en parle encore aujourd'hui. En Belgique, on se dit si on doit nommer des rues avec des personnes de couleur ou sinon on doit changer les statuts. Donc, il y a vraiment un discours maintenant qui est actif et qu'on veut parler de ce genre de choses. Donc, c'est bien. Mais combien de temps ça va durer? On verra. Tu seras là, tu lâcheras pas l'affaire. Non, ouais, voilà. On est plusieurs illustrateurs qui travaillent sur cette question mais c'est quand même beaucoup de pression aussi, parce que beaucoup de gens me disent bon, alors Black Lives Matter, mais j'ai envie de dire, mais laissez-moi vivre, je suis qui je suis, je suis pas la représentante de toutes les personnes noires, parce que moi j'ai ma propre histoire. Bien sûr. Donc c'est aussi de la pression. Ouais, l'équilibre il est ténu, je comprends. Et pour terminer un petit peu cette section, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, vous êtes plusieurs à travailler sur ce sujet. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui peut-être look after you, te regarde et aimerait, tu vois, qui a peut-être un arrière-plan multiculturel comme toi ou issu d'une minorité, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait faire comme toi? La question à 1000 points. Déjà, se connaître soi-même et avoir beaucoup d'expérience. Je pense que moi, à la base, je ne voulais pas être illustrateur. C'était pas un rêve. Donc, je ne sais pas comment c'est d'avoir un rêve et de le construire. Et c'est compliqué, mais je veux dire que le plus important, c'est d'être soi-même dans son travail et que son travail reflète sa personnalité. Parce que c'est comme ça que ce sera unique et qu'il y aura
quelque chose d'intéressant à regarder et à comprendre. Je pense que c'est ça aussi qu'on apprend dans les écoles d'art, c'est se comprendre soi et de mettre ça dans son art. Et ça, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup du temps. Regarde, Lisa Condon, ça lui a mis jusqu'à ses 50 ans. Je veux dire, et parfois, il faut qu'il y ait un événement dans sa vie. L'art, je pense que c'est super personnel et la vie qu'on a de l'influence sur ce qu'on fait. Bien sûr. Visuellement. Donc, c'est sur soi-même, quoi. C'est un travail de soi. Se connaître, mais connaître ses limites et savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est pas les autres qui vont donner la réponse. C'est pas tes parents, c'est pas ton petit copain, c'est pas tes amis. Et on fait de l'art pour soi-même. On n'est pas là pour impressionner qui que ce soit, mais on est là pour se comprendre soi. Andy Pizza de Creative Pep Talk, que je crois que tu connais aussi, il utilise souvent cette phrase creating to unfold your inner self. Donc en français, ça donnerait créer pour faire ressortir, pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est comme si on déroulait un fil. Et en fait, si on ne déroule pas le fil à qu'à créer et faire des choses, on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, c'est au fur et à mesure du temps qu'on se découvre. Et c'est aussi des sujets que j'aime bien aborder sur Sens Créatif. Hein, mais voilà, je suis totalement là-dedans. C'est hyper pertinent. Top. Merci Aurélien. On va passer à la toute fin, l'avant-fin. Donc, tes 3 conseils, tu l'as déjà dit d'ailleurs. Non, Pauline, ou je ne sais qui, on peut passer en arrière. Juste les 3 conseils d'Aurélia. Donc, tu viens de le donner. Votre univers visuel est le reflet de votre personnalité. Donc, ça, tu viens de le commenter. Alors oui, conseil numéro 2, soyez honnête dans votre création. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire, ça doit venir de vous, quoi. N'essayez pas de recopier le style de machin. C'est vous, quoi. C'est une recherche de soi. Et c'est-à-dire, soyez honnête avec vous-même, quoi. Il faut que ça vienne de vous, quoi. Ça vient de votre propre main, de votre cerveau, quoi. Voilà. Ça va être viscéral. Et le 3e, amenez du on vient de le dire, amenez du vous pour que votre art soit unique, comme vous. C'est ça. Hein. Mais de toute façon, c'est un peu le message qui revient systématiquement. Hein. Je veux dire, faut croire qu'on a besoin de le répéter 30 000 fois pour qu'on l'enregistre. Mais au début, quand on commence aussi, on sait pas où commencer. Je veux dire, on se dit, mais j'ai envie de faire de l'illustration. Et du coup, on fait de l'illustration. Bon, ok, on fait de l'illustration, mais c'est ça aussi. C'est qu'en fait, on pense pas trop que l'illustration... Parce que quand on est artiste, on ne dit pas c'est du business. Mais c'est du business. Et c'est-à-dire qu'il faut vendre une idée. Et les gens vont acheter cette idée. Et c'est-à-dire que les gens qui réussissent dans l'illustration, c'est qu'ils ont des idées. Parce qu'il faut... tout ça. Enfin, je veux dire, il y a différents types de niveaux de réussite dans l'illustration. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire de l'illustration, je sais pas moi, il y a différents types d'illustrations. Hein. Il y a de l'illustration pour les magazines ou pour des marques, c'est des budgets et en même temps des attentes différentes. C'est complètement différent. Donc, bon, après, moi, aujourd'hui, je vous donne mon opinion, mais c'est pas forcément vrai. Hein. C'est que mon expérience. Dans 10 ans, on se refait une interview et on reviendra sur voir un peu comment ça évolue. Même déjà dans 1 an, ce sera différent, je pense. C'est clair. Les choses changent tellement rapidement. C'est incroyable. C'est clair. Top, merci beaucoup Aurélia. Et pour terminer, on passera aux questions du public. Alors, je vais juste regarder s'il y en a quelques-unes. Je regarde en live là. Oui, as-tu une routine créative pour avoir de l'inspiration et combien de temps passer pour le projet du livre? Donc c'est Ok, donc là j'ai appuyé sur je réponds à la question. Du coup, une routine créative. Donc en fait,
pour avoir de l'inspiration. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, ça, parce que moi, je me la pose pas tout le temps. La routine créative, c'est-à-dire essayer de... En fait, j'adore voyager. J'adore partir en une excursion, un peu pour couper avec tous les jours, c'est-à-dire bosser, être dans mon atelier. Et j'aime bien partir, je sais pas, faire des longues marches dans les bois ou découvrir un autre endroit au Danemark ou voyager dans un autre pays. Ça permet aussi d'avoir une autre perspective, de trouver des nouvelles idées et de voir le monde d'une autre façon. Mais aussi, je regarde des films, je lis. Mais c'est pas vraiment une routine, c'est essayer d'être active, d'être curieux tous les jours. Mhm. Ah, et une autre question. Aurélia, est-ce que tu prends parfois des projets, entre guillemets, alimentaires que tu ne montres pas sur ton portfolio? Une question de Romain Rioux. Projet alimentaire. Bah, pour moi, ça fait 4 ans que je ne fais plus des projets alimentaires. En fait, je fais des projets. Il y a des projets en fait, je veux dire, c'est mon style tout le temps. Je ne compromets pas sur mon style, donc en fait, c'est pas. Ouais. C'est toujours un plaisir de le faire, en fait, puisque c'est toujours mon style. Et en fait, des fois, je suis pas très bien payée pour des projets, mais j'adore l'idée et j'adore ce que ça va faire. Donc, je trouve ça cool. Même des fois, je suis même pas payée pour des projets et je le fais quand même. Et Oui. parce que je trouve que c'est cool, ça apporte, ça va avoir un impact positif pour les autres. Du coup, ouais. Ouais. Ouais, mais peut-être parce que je peux m'en permettre aujourd'hui, mais aussi, même avant, si je ne pouvais pas me le permettre, je le ferais quand même. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est fun, quoi, de le faire. Mhm. Et des fois, même si j'avais pas d'argent, je le ferais quand même. Je sais pas, c'est un besoin, c'est une autre. J'adore faire ce que je fais. Ouais. Et Ça te même si je transcende. serais pas payée, bah, ça a du sens dans ma vie, quoi. Ouais, C'est ça. ouais. Et c'est génial parce que je pense que c'est le concept du ikigai où tu trouves ton pourquoi justement et que tu le mets en premier avant le business et que parce qu'en fait il y a ton ikigai, ton pourquoi, ton message, la chose qui te transcende en premier, hop, les opportunités se présentent à toi et c'est génial parce que du coup on te propose d'être payé pour des projets qui t'habitent. Et du coup, aussi, il y a aussi beaucoup de personnes qui jonglent entre les projets de commande pour payer les factures et manger, souvent aussi parfois les grosses marques et tout, et puis des projets peut-être parfois associatifs ou quoi que ce soit pour simplement, c'est des projets de cœur, même si c'est pas très bien payé. Et voilà. Et toute dernière question, là, nous avons Maglone qui nous pose la question: est-ce que tu penses toujours à l'étape d'après dans ton parcours artistique ou tu es plutôt carpe diem, on verra ce qu'il se passe? J'avoue que je suis pas trop organisée comme ça. C'est-à-dire que pour moi, on verra ce qui se passe. C'est-à-dire que de toute façon, le métier de la freelance, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même dépassé un stade où je sais que j'ai des clients réguliers qui viennent et il y aura toujours ça, je pense. Puis après, il y a les livres. Donc, je me pose pas trop de questions. Je me dis pas, OK, bon, alors dans 5 ans, comment ça va être? C'est un peu un métier avec de surprise parce que des fois, ça peut très bien se passer. Tu fais des rencontres et tu fais des projets de fou et ça change ta perspective. Par exemple, j'avais peint sur un mur à Paris. Bah, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Genre, je me disais pas, ah, j'aimerais tellement faire ça. Mais quand quelqu'un est venu me proposer ça, je me suis dit, ah, ça pourrait être cool. Je l'ai fait. Et ça m'a donné une autre perspective et ça m'a donné envie de plus peindre, par exemple. Parce que, en fait, c'est cool. Et ça, c'est une autre façon de créer.
Donc, ouais, j'ai pas forcément de plan. Mais je suis plus sur le maintenant. En fait, même limite, je vis d'une semaine à une autre, quoi. Genre, la semaine prochaine, ça se trouve, ce sera complètement quelque chose d'autre. Puis après, j'aurai un autre projet qui arrive et du coup, Tu as les mains ouvertes et tu es prêt à recevoir. Ça se trouve, je vais faire des projets d'architecture. Ça se trouve, je vais faire une ligne de vêtements, du cinéma peut-être, ouais. Enfin, j'en sais rien. Je pense que c'est faut être ouvert, quoi. Dans 10 ans, il faut vraiment qu'on rediscute, hein, parce que très bien. Bah, merci infiniment Aurélia, c'était hyper intéressant de discuter avec toi et d'avoir ce regard sur tous ces sujets dont on ne parle pas assez. Et je suis vraiment content qu'on ait pu en discuter ensemble et que tu as pu nous apporter ton regard. On va petit à petit terminer l'émission, donc on va donner rendez-vous à nos chers téléspectateurs. Donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Attention, c'est un mercredi et pas un jeudi. Habituellement, c'est le jeudi, mais là, jeudi 13, c'est férié, donc mercredi 12. M'as-tu vu numéro 5 avec Cyril Abad, qui est un photographe, street photographe, qui travaille aussi beaucoup sur il travaille beaucoup sur les États-Unis. Il a un travail assez impressionnant. Je vous encourage à aller acheter un petit coup d'œil. On parlera donc storytelling, portfolio, photo évidemment, son travail, etc. Il est très sur le storytelling. Et voilà. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et donc merci à tous. Ça, je l'ai déjà dit. Et vous pouvez aussi aller voir le travail d'Aurélia sur son site, la suivre sur Instagram. Pareil pour Adobe, le laptop et Sens Créatif. Retrouvez-nous sur les réseaux pour vous tenir au courant. Et voilà. Donc, je pense que c'est la fin de cette émission. Merci Aurélia, merci Adobe, merci Pauline. Je ne sais pas s'il faut encore rajouter quelque chose. Pauline, à toi les studios. Non, c'est bon. Bah, écoutez, merci à tous. Merci Aurélia pour tous tes... Tu as des fans, hein. Je ne sais pas si tu pourras regarder dans le chat. Je suis en train de regarder, là. Oui, les fans sont tout attendris par ton discours. Donc, du coup, c'était une belle découverte aussi. Donc, j'espère que les gens sont inspirés et qu'ils ont trouvé, je sais pas, qu'ils comprennent un peu mieux l'illustration, quoi. Mais c'est différent pour différents types de personnes, donc il n'y a pas vraiment de règles. Ouais, un message clair. Je pense que si on devait un peu résumer, et quelque chose qui vient des tripes, c'est vraiment ce qui résume. Ouais, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ouais, des tripes du cœur et qu'on se bouge les fesses pour faire ça créativement. Ça marche. Bon, merci à tous. Merci Aurélia, merci Adobe, merci Pauline, merci. Et Olivier et Stéphane, parce que vous êtes aussi des personnes et vous n'êtes pas qu'une marque. Bon appétit à tous. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, mercredi. Allez, ciao. Salut. Salut. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.